Bien que le golfe du Mexique, ou golfe d'Amérique si vous voulez, ne soit techniquement qu'un golfe, ce bassin se comporte plutôt comme un système océanique compact et quasi indépendant. Semi-fermé, exceptionnellement profond par endroits et situé en plein cœur des tropiques, il absorbe et stocke d'énormes quantités de chaleur solaire. Les océanographes le voient souvent comme un moteur thermique régional, et chaque été, ce moteur commence à monter en puissance. Les eaux de surface chauffent vite sous un soleil intense, mais tout se joue réellement en profondeur. De vastes poches d'eau chaude profonde en rotation, appelées tourbillons chauds, tournent discrètement sous la surface. Lorsque des ouragans passent au-dessus, l'effet peut être explosif. Des ouragans comme Katrina, Harvey et Ida n'ont pas simplement traversé le golfe, ils se sont intensifiés rapidement en puisant dans cette chaleur profonde. Le bassin ne crée pas tous les ouragans majeurs, mais dans les bonnes conditions, il agit comme un carburant à haut indice d'octane, dopant les tempêtes à une vitesse inhabituelle. Cet océan caché alimente aussi le Gulf Stream, l'un des courants les plus importants de la planète. Tel un immense tapis roulant, il transporte l'eau chaude hors du bassin, contourne la Floride et traverse l'Atlantique vers l'Europe de l'Ouest. Cette chaleur exportée aide à maintenir des villes comme Londres et Paris bien plus douces que leur latitude ne le permettrait normalement. Économiquement, son empreinte est tout aussi démesurée. Dès 2010, les biens et services écosystémiques des 5 États américains du Golfe généraient plus de 2000 milliards de dollars par an pour l'économie américaine. L'activité pétrolière et gazière offshore devait à elle seule soutenir environ 30 milliards de dollars du PIB américain en 2023. Et devinez quoi? Plusieurs années ont passé et cela n'a pas diminué. Près d'un cinquième de la production de pétrole américaine provient de ce seul bassin, tandis que le tourisme lié au récif ajoute 17,5 milliards de dollars par an et soutient des milliers d'emplois. Mais ce système comporte des risques réels. Environ 27 000 puits de pétrole et de gaz abandonnés gisent sous les eaux du Golfe, souvent mal surveillés. Le danger est apparu clairement en 2010 lors de la catastrophe de Deepwater Horizon, qui a libéré environ 4,9 millions de barils de pétrole en 3 mois, la plus grande marée noire accidentelle de l'histoire. Sur la carte, il ressemble à n'importe quel autre golfe. En réalité, il se comporte comme un moteur océanique puissant, reliant météo, énergie et climat à travers les continents. Ce n'est pas officiellement le 6e océan, mais fonctionnellement, il agit déjà comme tel. C'est l'une des contradictions les plus singulières des États-Unis. Le Nord-Est, berceau des villes, du commerce et des foules, cache, à sa frontière septentrionale, une immense région sauvage presque vide. Des millions de personnes vivent concentrées plus au sud, alors qu'ici, l'espace abonde, et presque personne ne l'occupe. Comment en est-on arrivé là? Comment le cœur de la région la plus densément peuplée du pays a-t-il pu devenir l'une de ses frontières les plus solitaires? Le nord-est des États-Unis rassemble plus de 50 millions d'habitants. Il s'agit de l'une des régions les plus actives et les plus densément peuplées du pays. Pourtant, près de 90% de cette population se concentre dans sa moitié sud. En remontant vers le nord, au-delà des grandes villes et des autoroutes, le paysage se transforme. Le bruit s'atténue, les lumières se raréfient. Vous entrez alors dans un autre monde, un territoire paisible de forêts, de lacs et de montagnes s'étendant au nord de l'État de New York, du Vermont, du New Hampshire et du Maine. Voici le nord-est déserté de l'Amérique. Le mystère paraît simple. Pourquoi cette zone, au sein de l'une des régions les plus peuplées du pays, est-elle si peu habitée? Commençons par observer la Nouvelle-Angleterre. Le Massachusetts et le Rhode Island sont saturés, tandis que le Maine, le Vermont et le New Hampshire offrent de vastes espaces ouverts. Le Connecticut, lui, occupe une position intermédiaire, au sens propre comme au figuré. Le Massachusetts agit comme un véritable aimant démographique. La majorité de la population vit autour de Boston et des villes voisines, Cambridge, Worcester, Springfield, où tout est proche, dense et fortement urbanisé. Le Rhode Island, bien que très petit, présente une densité comparable à celle d'une grande ville. Le Connecticut, situé entre Boston et New York, reflète cette position intermédiaire. Un littoral animé et des villes de l'intérieur plus calmes. Il n'est ni trop peuplé ni trop vide. En entrant au New Hampshire, le rythme ralentit. Manchester et Nashua se distinguent. Mais l'essentiel de l'État est couvert de forêts, de lacs et d'espaces ouverts.
Le Vermont est ensuite le moins densément peuplé de l'ensemble. Les montagnes vertes le traversent, et la population vit surtout dans de petites villes et hameaux. Le Maine, enfin, est vaste et largement vide. La plupart des habitants restent sur la côte sud. Plus au nord s'étendent forêts, lacs et routes silencieuses. Le paysage est magnifique, mais donne l'impression d'atteindre le bout de la carte. Aujourd'hui, la moitié nord du nord-est, le nord de l'État de New York, le Vermont, le New Hampshire et le Maine, ne rassemblent qu'environ 4,9 millions d'habitants. Cela équivaut à peu près à la seule population de l'aire métropolitaine de Boston. Pour mieux mesurer l'écart, une superficie comparable couvrant le sud de l'État de New York et le sud de la Nouvelle-Angleterre accueille près de 10 fois plus de personnes. Pourquoi une telle différence ? La réponse tient à la géographie, à l'histoire et à l'économie, et à la manière elles ont, depuis toujours, agi de concert pour maintenir le Nord si peu peuplé. Commençons par le territoire lui-même. Plus on progresse vers le Nord, plus le relief devient difficile. Le sud de la Nouvelle-Angleterre et le sud de l'État de New York offrent des collines douces, de vastes vallées et des plaines côtières. Puis apparaissent les montagnes, anciennes, érodées et indomptées. Dans le nord de l'État de New York s'élèvent les Adirondacks. À l'est, les montagnes vertes traversent le centre du Vermont et se prolongent jusqu'au Québec. En poursuivant encore, on atteint les montagnes blanches du New Hampshire. Elles abritent le mont Washington, réputé pour ses conditions météorologiques parmi les plus extrêmes au monde. Au-delà, les montagnes de l'ouest du Maine s'étendent progressivement en direction du Canada. Il ne s'agit pas de collines modestes, mais de véritables obstacles naturels. Leur forme résulte de l'une des forces les plus puissantes de l'histoire terrestre, la glace. Lors de la dernière période glaciaire, d'immenses glaciers recouvraient ces terres. En se retirant, ils ont creusé de profondes vallées et laissé un sol mince et rocheux. Les dépressions se sont ensuite remplies d'eau, donnant naissance à des milliers de lacs et d'étangs. Le paysage est superbe, mais difficile à dompter. L'agriculture n'y a jamais prospéré comme plus au sud, où les sols sont bien plus fertiles. Les montagnes sont donc restées sauvages, couvertes de forêts denses qui s'étendent encore sur des kilomètres. Le nord du Maine et les Adirondacks forment ensemble l'un des plus vastes massifs forestiers continus à l'est du Mississippi. Depuis des siècles, on y vient pour le bois, la pêche ou la chasse, mais jamais en grand nombre. S'ajoute à cela le climat. Des hivers longs, sombres et rigoureux, une neige précoce et persistante, des étés courts et une saison agricole à peine suffisante. Difficile d'y voir un territoire invitant à démarrer une nouvelle vie. Pourtant, certains s'y sont installés, et c'est ici que l'histoire intervient. Bien avant l'arrivée des Européens, ces terres étaient occupées par des peuples autochtones. Les Abénakis, établis dans le Vermont, le New Hampshire et le Maine, disposèrent de réseaux commerciaux élaborés reliant leur communauté du Québec actuelle jusqu'au Massachusetts. Plus à l'ouest, la puissante confédération iroquoise étendait son influence vers les Adirondacks, contrôlant de vastes territoires de chasse ainsi que d'importantes routes d'échange. Puis vinrent les Européens. Au XVIIe siècle, explorateurs français et marchands de fourrure descendirent depuis le Québec. Ils installèrent des postes le long des rivières et des lacs reliant la région au Canada. Ils y voyaient des ressources, fourrures, poissons, bois, mais guère de terres agricoles. Les forêts denses et les hivers rigoureux limitèrent la taille et la dispersion des implantations. Les Anglais, progressant vers le nord depuis la colonie de la baie du Massachusetts, se concentrèrent sur le littoral. Ils s'établirent dans le sud du Maine et du New Hampshire, mais pénétrer à l'intérieur des terres s'avéra bien plus complexe. Entre le climat, la forêt et la résistance des natifs, leur avancée fut lente et périlleuse. Pendant plus d'un siècle, l'intérieur du nord-est demeura sauvage. Plus tard, vers les années 1760, les Britanniques prirent le contrôle de la région. Des spéculateurs fonciers affluèrent, en particulier au Vermont, territoire revendiqué à la fois par New York et le New Hampshire. Ces prétentions concurrentes engendrèrent une situation chaotique, jusqu'à ce que le Vermont se proclame république indépendante en 1777. Durant 14 ans, il exista en tant qu'entité autonome, avant d'intégrer les États-Unis en 1791 comme 14e État. Le New Hampshire progressa vers l'intérieur depuis la côte, fondant des villes dans les vallées situées entre ces montagnes de granit. Le Maine, de son côté, demeura pendant des siècles rattaché au Massachusetts. Son économie reposait sur le bois et la construction navale. Les arbres devenaient mâts et planches pour les marines britanniques, puis américaines.
dans le nord de l'État de New York, les Adirondacks restèrent une frontière sauvage, bien après que le reste de l'État se soit peuplé. Le relief et les hivers y étaient trop rudes. L'exploitation forestière, minière, puis plus tard, le tourisme attirèrent des gens vers le nord, mais jamais en masse. Vers le milieu du 19e siècle, le sud de la Nouvelle-Angleterre connaissait son essor. Les villes croissaient, les usines tournaient à plein régime, et les immigrants affluaient. Les régions septentrionales, elles, demeuraient calmes. Ainsi, comme on peut le constater, les montagnes constituent le premier obstacle majeur. Elles compliquent tout, se déplacer, bâtir, cultiver et survivre à l'hiver. Les sols sont minces, rocheux et pauvres, et ce qu'ils recouvrent n'offre guère d'avantages. La région ne dispose ni de riches gisements minéraux, ni de veines de charbon comparables à celles des Appalaches plus au sud. Faute de ressources à exploiter ou de terres faciles à cultiver, les colons avaient peu de raisons de s'y établir. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'économie n'y a jamais réellement décollé. Le nord-est peu peuplé n'est jamais devenu un centre industriel. Le sud de la Nouvelle-Angleterre disposait de rivières pour alimenter les premières usines, de ports ouverts sur le commerce mondial et de villes attirant des millions d'immigrants. Le nord de la Nouvelle-Angleterre et le nord de l'État de New York ne bénéficiaient pas de ces atouts. Ils exploitaient le bois, le granit et les papeteries. Des activités utiles mais insuffisantes pour faire naître de grandes villes. Aujourd'hui encore, l'économie repose sur ces ressources, complétées par le tourisme. On y vient pour la randonnée, le ski ou la pêche, mais rarement toute l'année. Les villes se remplissent, l'été et l'automne, puis se vident avec l'arrivée de la neige. Quelques villes, Portland, Burlington, Manchester, s'en sortent, mais il n'existe ici ni Boston ni New York. On n'y trouve pas de grandes universités, de sièges d'entreprises majeures ou d'aéroports internationaux capables d'attirer durablement jeunes actifs et familles. Certains États sont même allés jusqu'à payer des personnes pour s'y installer. Le Maine et le Vermont ont lancé des programmes offrant de l'argent à des télétravailleurs prêts à y emménager. Une tentative désespérée pour inverser des décennies de déclin démographique. Aujourd'hui, ce nord-est dit vide ne rassemble qu'environ 1% de la population américaine. C'est un territoire de forêts profondes, de lacs glacés et de villes paisibles, où la nature sauvage n'a jamais réellement disparu. Cette tranquillité fait aussi sa singularité. Le reste du nord-est est marqué par un bruit et un mouvement constant. Le nord rappelle ce que la région fut autrefois. Sauvage, froide et indomptée. Ainsi, le cœur de la région la plus peuplée du pays demeure l'une de ses dernières véritables frontières. Le sol est de la lave. Non, je plaisante. Mais en vérité, il est bel et bien en train de se déliter. Vous ne le percevez peut-être pas encore, mais une portion considérable du sous-sol nord-américain a déjà perdu près de 60 km de roche au niveau de sa base. Et non, il ne s'agit ni de séisme, ni d'immenses dolines. C'est le continent lui-même qui perd des fragments de ce qui stabilise son assise, l'empêchant de chanceler comme un vieux manège. Des chercheurs viennent de révéler une découverte géologique majeure. Une portion du socle nord-américain s'amincit peu à peu, comme une crème glacée fondant lentement au soleil. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion? Ils ont en quelque sorte soumis la Terre à une IRM de haute précision, produisant des cartes en 3D où l'on voit des roches autrefois jugées inaltérables se liquéfier dans les entrailles terrestres, à l'image d'une pizza posée à l'envers dans un four. Pour saisir l'ampleur de ce phénomène, il convient d'abord de faire connaissance avec mes vieux amis, les cratons. Ils constituaient le socle profond des continents, épais, dur et d'un âge vertigineux, remontant à plusieurs milliards d'années. Ces structures résilientes ont survécu à des impacts de météorites, à l'explosion de supervolcans et au mouvement impétueux des plaques tectoniques. Si ces dernières entraient en conflit frontal, des chaînes montagneuses surgiraient. Si elles se séparaient, un nouvel océan finirait par naître. Tous ces bouleversements laissent leur empreinte à la surface de la Terre, mais les cratons, eux, semblaient inébranlables, de véritables survivants géologiques, à l'image des cafards. Leur incroyable résistance à toute agression poussait les scientifiques à les croire quasi indestructibles. Mais voilà qu'un groupe de chercheurs, en testant leurs instruments à la pointe de la technologie, découvre l'impensable. Les cratons sont-ils en train de se désagréger? Par quel mécanisme? Voici la plaque Farallon, une ancienne plaque tectonique qui a commencé à s'enfoncer sous celle de l'Amérique du Nord il y a plus de 100 millions d'années. Ce phénomène, parfaitement naturel, s'appelle la subduction.
C'est le moyen par lequel la Terre recycle ses roches et régule sa température interne. Le mouvement est si ancien qu'à présent, la plaque Farallon se trouve à près de 650 km du craton, tranquillement installée dans le manteau inférieur, étrangement proche du noyau externe de notre planète. La plaque Farallon, pourtant reléguée au tréfonds de la planète, continue de causer des désagréments, à l'instar d'un ancien colocataire dont les restes continuent d'empester votre frigo. En poursuivant sa descente, elle exerce une traction continue sur la base du continent nord-américain qu'elle distend jusqu'à en détacher des fragments, précipités dans le manteau profond. Et comme si cela ne suffisait pas, elle relâche en chemin de l'eau et du dioxyde de carbone dans les roches voisines, affaiblissant davantage le craton et le rendant plus vulnérable à l'érosion interne. Les scientifiques ont confirmé ce scénario en étudiant des centaines de séismes enregistrés par des milliers de stations. Leurs observations révèlent qu'une quantité considérable de matière continentale s'enfonce peu à peu, réduisant par endroits l'épaisseur du craton de près de 60 km, ce qui représente une quantité de roches phénoménale. Tout cela semble dramatique, mais inutile de céder à l'alarme. Le processus est d'une lenteur extrême, mesurée en millions d'années. Vos arrière-petits-enfants marcheront sans doute encore sur un sol stable. Mais ne vous bercez pas d'une trop grande quiétude. Ce phénomène-là est lent, certes, mais un autre type d'affaissement bien plus rapide est déjà en cours. D'ici 2050, pas moins de 32 grandes villes américaines, parmi lesquelles New York, Baltimore et Charleston, pourraient se retrouver partiellement submergées. Et devinez quoi? Ce phénomène est, dans une large mesure, imputable à nos propres actions. Depuis 2007, les scientifiques ont observé que plusieurs villes s'enfonçaient lentement dans le sol, à raison de 1 à 2 mm par an. Charleston, en Caroline du Sud, se distingue tristement par un taux de 4 mm annuels. Ces chiffres peuvent sembler dérisoires, presque risibles. Pourtant, dans une ville perchée à peine 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, le moindre affaissement devient lourd de conséquences. Lors des pires inondations, les habitants doivent parfois abandonner leurs véhicules pour regagner leur domicile à la nage. Ce phénomène est connu sous le nom d'affaissement des terres. Lorsque l'on conjugue une subsidence progressive avec une élévation du niveau marin, on obtient un cocktail redoutable: rues inondées, terres agricoles rendues stériles par le sel, forêts fantomatiques et quantité de propriétaires excédés. Mais il n'y a pas que les logements. Ponts, routes, aéroports, centrales électriques, ces infrastructures essentielles au quotidien, sont également exposées à des dégâts majeurs. Réseaux électriques noyés, autoroutes englouties, les conséquences économiques se chiffrent en milliards, et les risques pour les populations sont bien réels. Soyons néanmoins équitables. L'homme n'est pas responsable de tout. Une partie de ces désordres trouve son origine dans le lointain passé glaciaire. Il y a environ 12 000 ans, d'immenses nappes de glace recouvraient le nord des États-Unis, si massives qu'elles ont littéralement enfoncé la croûte terrestre sous leur poids. Lorsque ces calottes ont fondu, la surface n'a pas rebondi comme un trampoline. Elle a amorcé un lent jeu de bascule géologique. Les zones jadis comprimées remontent, tandis que les autres s'affaissent en réponse. Ce phénomène, nommé ajustement isostatique ou rebond post-glaciaire, se poursuit encore de nos jours. Cela dit, l'activité humaine est venue accentuer cette tendance. L'un des principaux responsables est l'extraction des eaux souterraines. Imaginez que l'on retire le rembourrage d'un matelas, il finit par se déformer. C'est ce qui se produit dans des régions comme la vallée centrale de Californie, où le sol s'affaisse de près de 20 cm par an en raison du pompage intensif pratiqué lors des sécheresses. Dans des métropoles comme New York, la menace ne provient pas uniquement de l'eau. Les gratte-ciel eux-mêmes accentuent le problème. En effet, accumuler des millions de tonnes de béton et d'acier sur un sol meuble entraîne inévitablement un affaissement. À titre de comparaison, le poids total des bâtiments new-yorkais avoisine les 762 milliards de kilogrammes, soit l'équivalent de quelques 3,5 millions de statues de la liberté superposées. Avec une telle masse concentrée sur une superficie restreinte, les couches de sol sous-jacentes finissent, inévitablement, par se tasser. Et si vous pensiez que la situation ne pouvait guère empirer, détrompez-vous. Les barrages que nous érigeons empêchent les rivières d'acheminer les sédiments qui, jadis, régénéraient naturellement les terres côtières. Ces sédiments jouaient un rôle essentiel, en redonnant du volume au sol. En leur absence, les zones littorales se compriment peu à peu, à l'image d'une éponge usée.
Et lorsque les marais sont asséchés pour l'agriculture ou l'urbanisation, les sols tourbeux se dessèchent puis s'effondrent. On dirait que la Terre n'obtient aucun répit. Les scientifiques ont aussi observé que d'anciennes zones humides, autrefois luxuriantes, figurent désormais parmi les régions qui s'enfoncent le plus vite, notamment sur la côte du Golfe. En Louisiane, par exemple, l'on perd l'équivalent d'un terrain de football de terre ferme à cause de cette combinaison dévastatrice d'affaissement et de montée des eaux. Alors, que nous reste-t-il à nous qui souhaitons simplement vivre au-dessus du niveau de la mer? Hélas, le tableau est peu réjouissant. Des bois entiers se transforment en forêts fantômes, submergées par les eaux. Les terres agricoles s'imprègnent de sel au point de devenir impropres à la culture. Et même en l'absence de pluie, certaines rues se couvrent d'eau, victimes d'inondations dites « par temps clair ». Et sur la côte ouest, la situation n'est guère plus reluisante. La Californie est elle aussi concernée. San Francisco et Los Angeles s'affaissent, ce qui les rend 2 fois plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Dans certaines zones, telles que la péninsule de Palos Verdes, le sol s'affaisse à un rythme tel que les habitants pourraient tout aussi bien adopter un mode de vie souterrain. L'Amérique serait-elle en passe de devenir la nouvelle Atlantide? Pas du jour au lendemain, certes, mais en l'absence de mesures concrètes, telles qu'une réduction drastique de l'exploitation des eaux souterraines et une planification urbaine plus avisée, près d'un demi-million de personnes se retrouveront en réel danger, et les dommages immobiliers pourraient avoisiner les 109 milliards de dollars d'ici 2050. En définitive, même si l'Amérique du Nord ne semble pas sur le point de sombrer comme un soufflé mal cuit, des fissures bien réelles apparaissent dans sa croûte. Il conviendrait donc de limiter le pompage des nappes phréatiques, de repenser nos méthodes de construction et leur implantation, et de consacrer davantage d'efforts à la préservation des terres. Car si le sol venait à se muer en lave, nous regretterons de ne pas avoir, au moins, colmaté les premières brèches.